L'argent devrait être un simple outil, rien de plus. Et pourtant, ça nous cause à tous énormément de stress et de conflits internes. Si vous arrive de culpabiliser quand vous dépensez, de vous sentir bloqué financièrement, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Et si certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, alors que pour vous c'est une lutte quotidienne, c'est normal. Et si c'était votre façon de voir l'argent qui était la réelle source du problème? Il y a tout un tas de vérités, de croyances et d'idées reçues autour de l'argent, et aujourd'hui, on va toutes les débunker. On vous dit de faire tout un tas de trucs avec votre argent, de l'économiser, de le placer d'une certaine façon, de vous concentrer sur les mêmes choses que tout le monde, et ça ne marche pas pour la plupart des gens. On va d'abord débunker toutes ces fausses solutions, on va aussi casser toutes les idées reçues, et enfin on va voir comment reprogrammer nos croyances pour avoir une relation à l'argent qui soit beaucoup plus saine. Rappel important avant de commencer. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, et investir sur soi ou dans des actifs comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. N'oubliez pas que je ne suis qu'un entrepreneur pas agréé à parler d'argent qui vous partage son expérience, et surtout j'achète du coaching, de l'accompagnement, de la formation, j'en vends, toute ma vie tourne autour, donc probablement que je suis excessivement biaisé et subjectif. Dans tous les cas, votre contexte personnel vaudra plus que mon conseil, branchez vos neurones pour regarder cette vidéo. On va commencer par dégommer toutes les solutions habituelles pour devenir riche, et vous allez voir que la plupart que vous entendez partout, que vous voyez dans tous les bouquins, en fait c'est des grosses conneries. La première, c'est celle-ci. Est-ce que vous avez deviné? Ah, Baptiste, tu l'as trop bien collé. Ok. La première que vous entendez partout, pardon, je cherchais mon cochon, c'est d'économiser chaque centime. La plupart du temps, on voit ce conseil et je comprends pas qu'il fonctionne encore. C'est de dire, il faut économiser chaque centime qu'on peut, on va plus boire son café au Starbucks parce qu'il a pas bon goût, on va le boire à la maison. Si vous devez plus aller chez Starbucks, il y a 1 milliard d'autres très bonnes raisons que le prix du café. Le problème avec ça, c'est que vous avez une vie de moine, une vie pas cool, une vie où vous vous sentez pas libre, où vous vous sentez pas heureux financièrement, pas dans le sentiment d'abondance, vous êtes en train de compter les pièces en permanence. Et à la fin du mois, si vous n'avez pas développé votre capacité à gagner plus, vous allez vous retrouver à avoir souffert pendant 30 jours et avoir fait souffrir toute votre famille en prime pour avoir économisé 65 €. Mis sur toute l'année, ça va faire même pas 1000 € mis de côté, et ça, même sur 10 ans, ça va faire 10 000. Bref, si vous placez des économies de centimes, vous n'aurez de toute façon pas de liberté financière. C'est juste des maths, hein, c'est simple, pour aller sur n'importe quel calculateur d'intérêt composé et vous allez voir que en fonction de la somme avec laquelle vous partez, en fonction de la somme que vous mettez tous les mois et en fonction de la durée, on n'arrive pas du tout au même chiffre, on arrive à des trucs qui sont de façon stratosphérique différente. Le truc, c'est que dans le conscient collectif, économiser 5 €, c'est un moyen de s'être enrichi de 5 €. La réalité, c'est que économiser un peu, c'est pas une mauvaise chose, de toute façon, il faut avoir un épargne de sécurité, ça tout le monde est d'accord là-dessus, mais cette épargne de sécurité, une fois qu'on l'a, l'idée c'est surtout de développer sa capacité à gagner plus. Et pour développer sa capacité à gagner plus, la plupart du temps, c'est d'investir sur soi. Si vous n'avez pas les moyens, ça peut commencer par des livres ou par des choses que vous voyez sur Internet. Ensuite, derrière, ça peut être des formations en ligne, des programmes, des coachings, des masterminds, etc. Mais imaginez que vous arrivez à doubler votre capacité d'épargne. Le multiple de ce que vous avez réussi à mettre de côté pour vous enrichir à la fin de l'année, il est énorme. Et sur 10 ans, j'en parle même pas. Mais là, on parle que d'un moment où vous multipliez par 2 vos revenus. Peut-être que vous pouvez faire plus que ça dépend d'où vous partez, ça dépend du métier que vous faites, ça dépend si vous êtes sur Internet, indépendant, etc. Dans tous les cas, comme on l'a vu, économiser chaque centime, ça marche pas du tout. En quoi l'idée d'économiser chaque centime, elle est un peu basée sur un truc de survie, de j'ai peur de manquer, tu vois? Je suis pas sûr que le fait de vouloir économiser chaque centime soit lié à la peur du manque, c'est surtout que c'est le message qui est adressé au grand public. Et le grand public ne se rend pas compte qu'il a une capacité à développer ses revenus. Il se rend pas compte que même s'il est salarié, il peut développer de nouvelles compétences et avoir une augmentation. Qu'il pourrait avoir un side business. Que s'il est entrepreneur indépendant, il peut gagner beaucoup plus que ce qu'il gagne aujourd'hui. Et donc forcément, le message qui s'adresse à des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent gagner plus, c'est d'économiser plus. Et c'est vrai que sur le principe, c'est du bon sens. Sauf que dans la réalité, sur la durée, ça fait des gros sacrifices pour très peu de résultats. Donc c'est le ratio souffrance versus retour qui est pas un bon lieu. Je pense que c'est ça le vrai enjeu. C'est l'arbitrage entre ce que je souffre et ce que ça m'apporte. Si, à 40 ans, je suis riche et célèbre, je suis ok d'avoir souffert 5 ans pour faire ça, tu vois. Je suis prêt à sacrifier des choses, mais pas tout et n'importe quoi. Si je suis un célibataire de 20 ans, je trouve que, enfin, c'est mon opinion personnelle, hein, je devrais être capable de sacrifier beaucoup plus de choses au niveau du plaisir pour mon futur. Par contre, si j'ai 40 ans et j'ai des enfants en bas âge, le sacrifice il coûte quand même vachement plus cher. On parle de sa famille, et on parle d'un âge où on sait qu'il peut arriver un truc du jour au lendemain. Alors, à 20 ans, ça peut arriver aussi, mais c'est toujours de mettre en balance
le sacrifice par rapport à ce que ça m'apporte. Si tu fais un peu moins la fête et que tu mets un peu plus d'argent de côté pour investir un peu plus sur toi quand tu as 20 ans, ça fait de très gros résultats sur le reste de ta vie et ça t'a pas coûté si cher que ça en vrai de sauter quelques soirées et de pas claquer des bouteilles en boîte. Par contre, aller au musée avec ton enfant qui t'aura coûté 10 balles, peut-être que c'est pas la bonne économie en fait. Peut-être que le souvenir vaut plus que l'économie. Donc économiser, c'est de la merde. Le deuxième truc qu'on vous raconte systématiquement, c'est les méthodes miracles. Les méthodes miracles, le problème, c'est qu'on croit qu'on va avoir un truc extraordinaire et en fait, c'est de la merde. Il n'y a rien dedans. Les méthodes miracles pour devenir riche, vous les connaissez peut-être déjà. Il y en a tout un tas qui popent sur Internet un peu de tous les côtés. Et je vous parle pas de celles qui vous disent que la nouvelle méthode pour lancer un business est mieux que l'ancienne. Ça, bon, ça reste du marketing. On sait que c'est pas tout à fait vrai parce que toutes les méthodes se valent, mais c'est pas très grave. Là, c'est vraiment ce qui vous promet de devenir riche sans effort avec une solution miracle. Celle qu'on a le plus vue sur Internet ces dernières années, c'est le copy trading. C'est une idée selon laquelle il y a des traders très forts et avec un clic, vous copiez toutes leurs positions et vous devenez très riche grâce à eux. Le problème avec ça, déjà, ça dépend de combien vous avez de capital. Parce que faire 0,5% quand on a 1 milliard, c'est un peu plus sexy que quand on a 100 euros. Mais en plus de ça, ces gens-là, eux, ils peuvent se permettre de perdre parce qu'ils ont les bons ratios, ils savent ce qu'ils peuvent faire, etc. Alors que vous, si vous perdez, vous avez tout perdu, il vous reste plus rien. Mais plus encore, les meilleurs traders de la planète ne vous fileront pas leur position parce que ça influe sur le marché, donc leurs positions sont beaucoup moins intéressantes. À partir du moment où on vous promet la richesse en un clic sans rien faire, c'est que le moyen de devenir riche, c'est de vous vendre la richesse sans rien faire. Donc de toute façon, que ce soit le coaching, l'accompagnement, que ce soit le trading, que ce soit l'e-commerce, que ce soit tout ce que vous entendez toute la journée sur Internet, si ça vous promet la richesse rapide et facile sans rien faire, c'est une arnaque, ok? Et pourtant, je suis le premier à dire que l'AMF, ils mettent trop de barrières, que les reportages d'investigation, des fois, ils abusent un peu, mais vraiment, je vous assure, retenez bien cette phrase, si vous devez retenir qu'un seul truc de ce que je raconte, si ça vous promet que vous allez être riche facilement et sans rien faire, c'est une arnaque. Il y a un autre truc en termes de méthode miracle qui marche malheureusement très mal, c'est ce que moi j'appelle les réussites atypiques versus les réussites ordinaires. Et vous allez voir qu'on va beaucoup en parler parce que j'ai concentré toute mon activité là-dessus. La réalité du marketing aujourd'hui, c'est je prends une personne qui a une atypicité de marché qui est le 0,0001%, je dis regarde comment il est riche, regarde comment il a fait, tu vas pouvoir faire pareil, toi aussi tu deviendras très riche. La réalité, c'est que ce qui a 0,0001% de chance de t'amener à 1 million par mois, c'est parce qu'en fait, toutes les autres possibilités dans ce spectre, c'est que tu finisses complètement lessivé avec plus un cent et en burn-out. Et ça, malheureusement, c'est des méthodes qui te disent, regarde, lui, il a réussi. Oui, mais combien ont échoué, en fait? À la place, nous, on a décidé de se concentrer sur les réussites ordinaires, c'est-à-dire des choses que 99% des gens, normalement, ont les capacités d'atteindre, et s'ils n'y arrivent pas du premier coup, ils finissent pas lessivés sur le carreau et endettés. L'idée, c'est, est-ce qu'il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres? Oui, mais en fonction de quoi? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Nous, aujourd'hui, on vous propose des méthodes que la plupart d'entre vous peuvent largement appliquer, qui, sur la durée, vont vous amener des résultats en fonction de votre passage à l'action, mais surtout, si ça marche pas tout de suite, vous n'allez pas vous retrouver complètement à la rue sans un centime, parce que vous avez investi des milliers d'euros dans des trucs qui n'étaient pas censés marcher pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur ces méthodes qui marchent pour très peu de gens, on a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Brain and Bullshit, où on dégomme avec Xerius, un de mes partenaires professionnels, justement toutes ces idées reçues autour du marketing compliqué et des trucs qui ont l'air de rendre très riche tout le monde, mais qui ne marcheront probablement pas pour vous. Du coup, les méthodes miracles, c'est de la merde. La troisième méthode qui marche pas du tout et qu'on entend partout, c'est d'investir dès maintenant, même si vous n'y connaissez rien. C'est comme jouer avec des dés. C'est-à-dire que vous êtes complètement en train de faire du hasard. On n'a aucune chance de savoir qu'est-ce qui va marcher ou qu'est-ce qui va pas marcher. Je me débarrasse de ce truc et je vous explique. La plupart des conseils sur Internet disent qu'il faut investir dès maintenant, même si on n'y connaît rien et que de toute façon, on va faire ses armes en apprenant et en testant des trucs. C'est terriblement faux et terriblement dangereux et je vais vous donner un exemple qui illustre bien ça. Quand j'étais petit, probablement vers mes 10 ans, je sais pas comment je me suis un moment intéressé à la bourse. J'ai découvert ça, mon père m'a un peu expliqué. À l'époque, c'était dans les journaux, on avait des cotations qui n'étaient pas du tout en temps réel. Et je me souviens, alors que j'y connaissais rien forcément, j'avais 9 ans, il y a 2 actions que je voulais acheter. Je voulais acheter Alcatel et je voulais acheter Euro Disney. Alors pour ceux qui suivent un peu la bourse, vous savez que c'était visiblement une très mauvaise idée avec un peu de recul. Alcatel, je suis même pas sûr qu'ils existent encore. Alors, je me demande s'ils ont pas, je sais pas s'ils ont racheté, fait faillite, mais en tout cas ça vaut plus rien. Et Euro Disney, ça s'est pas vraiment bien porté en termes de cours ces dernières années. La réalité, c'est qu'en fait, je voulais investir en fonction de ce que je connaissais. J'avais déjà vu un téléphone Alcatel et Euro Disney, j'étais un gamin, j'aimais bien. Si vous investissez sans comprendre dans quoi vous mettez votre argent, pourquoi vous y mettez votre argent et quelle est votre stratégie, vous allez vous planter et tout perdre. C'est vrai en bourse,
c'est vrai dans l'immobilier, c'est encore plus vrai dans les cryptos où personne ne comprend rien et ça va très très vite, mais c'est aussi vrai dans l'investissement sur soi. Vous pouvez pas jeter votre argent au premier cours en ligne venue sans avoir fait quelques recherches. Partout où vous mettez de l'argent sans comprendre où vous mettez votre argent et pourquoi vous le mettez à cet endroit-là, vous vous mettez en danger. Donc il vaut mieux retarder un tout petit peu votre investissement, le temps de comprendre dans quoi vous êtes en train de placer de l'argent, prendre un peu de recul et savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller. Bien sûr, si vous allez en bourse et que vous mettez ça dans un ETF S&P 500 ou un ETF Monde, pour ceux qui connaissent pas, vous ferez des recherches, c'est pas ma spécialité. Oui, vous avez minimisé votre risque, mais vous avez aussi minimisé votre gain très probablement. Et si vous voulez vous passionner de bourse, il y a peut-être de meilleurs coups à faire que ça, avec des vraies recherches et des vraies réflexions. C'est vrai dans tous les domaines, aller très vite et aller trop vite, c'est souvent perdre de l'argent. Tu vois, chez les gens qui commencent à regarder pour boursicoter et tout, machin, qui se disent ouais, j'ai mon job, là je regarde, je vais mettre un peu d'argent en bourse, avec les intérêts composés, je serai libre et tout. C'est quoi qui peut déconner dans ce raisonnement, selon toi? Si on met de l'argent en bourse sans rien faire, on a le risque de mettre, quand le marché il est excessivement haut dans une valeur en particulier, cette valeur a eu de très bons résultats, mais on sait qu'elle va dévisser derrière. Ça peut arriver. Je peux mettre de l'argent dans un truc qui en fait a de très mauvais résultats financiers et en fait en lisant les dossiers on aurait pu s'en rendre compte et ça va se planter. Je peux aussi me dire je vais mettre dans tel ETF parce qu'il a rendu 15% d'intérêt les 10 dernières années. Ouais mais en fait il y avait un cycle de marché, le cycle va se retourner. Moi mon horizon c'est 5 ans. Donc, mais le problème c'est que cet ETF il va perdre pendant 5 ans. Et en fait c'est une question d'horizon de temps. La bourse, si vous faites pas n'importe quoi et que vous avez une vision 40 ans, il y a quand même assez peu de chances de se planter. Par contre si votre horizon de temps c'est 5 ans et que vous êtes au mauvais moment sur la mauvaise action. Enfin, ça peut faire très 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 mal en fait. Et pareil, si mon état d'esprit n'est pas le bon et que je vois mon portefeuille qui dévisse de 40%, en fait le risque c'est que je vende dans la panique. Et donc j'ai perdu ces 40%. Alors que si j'avais tenu 50 plus, ce serait peut-être remonté parce que c'était un cycle normal de marché. Il y a tellement de choses. Et c'est pas mon métier, c'est pas moi d'expliquer ça. Il y a des gens qui font ça très bien. Des chaînes comme Parlons Long Terme, comme Boursogramme, comme Finari. Mais renseignez-vous, encore une fois, c'est toujours la même chose, en fonction de votre profil d'investisseur, votre aversion à la perte, au risque, etc., votre profil de risque et votre horizon de temps, c'est pas du tout les mêmes réflexions à avoir. Donc de toute façon, ne pas se précipiter. Globalement, si on vous dit vite, 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 c'est une idée de merde. Donc investir trop vite sans avoir fait la moindre recherche, c'est de la merde. La dernière méthode à la con que vous voyez partout, c'est les revenus passifs. Et encore mieux, les revenus passifs, et vous prenez votre billet d'avion pour Dubaï et pour Bali, et de toute façon, vous allez plus rien foutre. Le problème avec ça, c'est que les gens qui vous vendent les revenus passifs, vous êtes leurs revenus actifs. Et que la plupart des revenus ne sont pas passifs, à moins d'avoir une très grosse somme d'argent ou des gens qui rendent ça passif pour vous. Je vais expliquer. L'immobilier, toute personne sur Terre qui en a déjà fait, c'est que c'est pas passif. Là, il y en a qui vont me dire oui, mais les SCPI, c'est-à-dire l'immobilier papier, ça peut être passif. Non, si tu surveilles pas en permanence ce qu'ils font avec ton IMO, tu risques d'avoir des déconvenus. Oui, mais les ETF et la bourse, c'est passif. Si tu lis pas les rapports et si tu surveilles pas où tu mets ton argent, tu risques de le perdre, c'est pas passif. Oui, mais je vais faire un business en ligne avec des publicités, du contenu, etc. et ça va être passif. Tes publicités, tu dois les renouveler tout le temps, ton tunnel il va déconner à tout moment, derrière tu auras des équipes, etc. C'est pas passif. On ne peut avoir des revenus passifs que si on a une somme d'argent très 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 élevée en millions qui est placée et qu'on espère un tout petit rendement qui est suffisant pour nous. Si vous avez 10 millions placés et que vous comptez vivre avec 2 ou 3%, oui, vous pouvez trouver des revenus passif. La réalité, c'est que pour la plupart des gens, avoir des revenus confortables en passif, c'est pas accessible avant plusieurs années, voire dizaines d'années pour certains. Maintenant, il y a une autre croyance qui vient avec ça, c'est si j'ai pas des revenus passifs, je vais devoir travailler 12 heures par jour, ça va être super dur. Alors qu'en fait, la réalité, c'est qu'on peut avoir des revenus actifs qui nous prennent 2 à 3 heures par jour. Alors vous gagnerez pas 1 million d'euros par mois, c'est sûr et certain, mais vous pourriez avoir quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui vous dégage un salaire confortable si votre but c'est juste de chiller au bord d'une plage. Et ça peut tout à fait se construire en 1 ou 2 ans. Et si vous voulez plus que ça, il suffit d'y mettre un peu plus de temps. Si vous vous mettez un peu au boulot pendant 3, 4, 5 ans, peut-être que vous pouvez avoir 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, pas de revenus, qui soit relativement passif, pas complètement passif. Mais en fait, le problème des revenus passifs, c'est que ce qu'on vous dit jamais dans l'équation, c'est que soit c'est pas passif du tout, soit il faut une somme d'argent placée stratosphérique et une attente en termes d'intérêt qui soit très très faible. Et en fait, oui, vous pouvez avoir des revenus passifs, mais pour les construire, ça met beaucoup plus longtemps que ce que vous pensez. Et c'est là où il est le piège, c'est que les gens vous vendent ça comme la nouvelle opportunité pour plus rien foutre à la plage, et la réalité, c'est que c'est jamais comme ça que ça se passe. Dans les clients que vous avez, j'imagine que parfois tu as des gens qui arrivent
En mode, ok, j'ai envie de faire ma formation, elle va se vendre en autopilote, machin, je vais pouvoir plus rien faire et tout. Y a rien qui se vend en autopilote et en automatique sans rien y faire, jamais. Je connais des gens dont le web marketing et le copywriting, c'est vraiment le métier depuis 10 ans. Et ils ont arrêté ce genre de système parce qu'ils m'expliquaient, j'en ai marre, quand il y a un truc qui déconne, je mets 1 semaine et demie dans les tableaux et dans les montages à comprendre d'où ça vient. Cette idée de en automatique sans rien faire, c'est un mirage depuis toujours. Ça n'a jamais marché. Il y a des moments où il y a des trucs qui ont marché, mais c'est parce que Facebook venait de lancer la pub. En fait, on avait des coûts par lead à 1 centime. Mais en fait, le mois d'après, c'était à 1 euro. Le mois d'après, c'était à 10 euros. Enfin, ça dure pas, ces trucs-là. Et donc, si vous n'êtes pas un surfeur de vagues qui change de vague et de tendance toutes les 5 minutes, l'idée du tout automatique, ça marche pas. Les conséquences de croire à toutes ces méthodes, c'est que on va se sentir mal si ça marche pas. On va avoir des attentes qui sont complètement irréalistes. On va se planter et culpabiliser de s'être planté. Donc, on va pas vouloir le raconter à qui que ce soit. Donc, on va rester dans notre truc avec notre culpabilité et notre noirceur intérieure. Globalement, ça crée une illusion du monde selon laquelle ça devrait être facile et rapide. C'est pas le cas. Ça peut être plus facile que ce que vous croyez, ça peut être plus agréable que ce que vous croyez, et ça peut être vraiment plus à la portée que ce que vous pensez. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de solution pour gagner de l'argent sans travail. Et l'enjeu, c'est comment avoir un revenu actif, rentable, agréable, dans un temps raisonnable, et où j'ai pas l'impression de souffrir tous les matins en me levant. Et ça, c'est bien plus accessible que ce que tout le monde pense. Ok, maintenant on passe aux idées reçues. Idée reçue numéro 1. L'argent est sale, qui nous vient de cette idée que de toute façon, on ne peut pas acquérir de l'argent sans léser les gens. Alors c'est très popularisé, notamment en France, par certains bords politiques qui pensent qu'on devrait avoir honte d'avoir de l'argent et que si on accumule, c'est forcément au détriment des autres. Et d'ailleurs, si je me paye une jolie paire de chaussures, j'ai ôté le pain de la bouche d'un orphelin. Donc l'argent est forcément sale. Alors, a priori, si vous regardez cette chaîne et si vous regardez cette vidéo, vous pensez pas ça, on va quand même revenir 3 secondes sur cette espèce de narratif un peu toxique. L'argent est un outil de mesure de la valeur produite dans le monde capitaliste. C'est un moyen de faciliter le troc pour qu'on n'ait pas à se faire chier avec des coquillages, des chaises, des ânes et des carottes. À partir de là, si quelqu'un me donne de l'argent, c'est qu'il a estimé que mon service valait cet argent. Et moi, cet argent, c'est une unité de mesure de ma valeur produite. Ce que je fais de mon unité de mesure ne regarde personne. Si j'ai envie de tout mettre sous mon matelas ou si j'ai envie de m'acheter plein de paires de chaussures, tout le monde s'en fout a priori. C'est mon problème, c'est mon argent que j'ai gagné. Derrière, moi, si je vais acheter quelque chose, j'estime que mon argent durement gagné vaut le service ou l'objet que la personne va me donner. En fait, on voit que c'est juste un échange équivalent entre ma valeur monétaire et le service ou le produit de l'autre. À partir de là, je vois pas comment l'argent peut être sale, puisque l'argent c'est juste un outil de mesure. Ou alors il faudrait qu'on se mette tous d'accord pour dire que les centimètres c'est sale, les tonnes c'est sale, etc. À partir du moment où on a quelque chose qui mesure, ça peut pas être sale. Il faut qu'on arrête de mettre des émotions humaines justement sur l'argent. La façon dont on l'a acquis n'a rien à voir avec l'argent. Et en fait, on peut avoir beaucoup d'argent en faisant le bien, on peut avoir beaucoup d'argent en faisant n'importe quoi, en faisant des choses illégales et crado. On peut être dans l'illégalité la plus totale et pas avoir un cent. Et on peut être dans l'illégalité la plus totale et être complètement riche. Ça n'a aucun foutu rapport. Dans tout échange, il y a une perception très personnelle dans le fait qu'on va en avoir plus que l'autre. C'est-à-dire que si j'achète une chaise à 100 euros, moi j'ai l'impression que c'est un bon deal pour moi parce que la chaise, pour moi, a plus de valeur que ces 100 euros. Et la personne qui me vend la chaise est en train de se dire que c'est un bon deal pour elle parce que la chaise, il s'en fout visiblement. Par contre, mes 100 euros, il pourrait en faire un truc vachement bien. Et c'est à chaque fois de se dire, si l'échange se conclut, c'est que les deux parties se sentent gagnantes. Est-ce qu'il y a des cas où c'est faux? Ça va être faux dans des deals business mal équilibrés, mais qui vont forcément exploser un jour ou l'autre. Ça va être faux sur des biens de survie dont on a augmenté arbitrairement le prix, bien sûr. Mais ça, c'est des anomalies du monde capitaliste qui ne devraient pas exister parce qu'il y a eu de la corruption, parce qu'il y a eu des trucs qui sont venus interférer et complètement déconner. Mais dans un monde où l'échange est complètement libre et où le marché il est assez libéral, ça peut pas arriver ça. Idée reçue numéro 2. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Alors ça, on a tous entendu petit. En général, c'est quand on demande un truc à papa-maman et qu'ils disaient « Oh, tu crois quoi? L'argent, ça pousse pas sur les arbres, je le fais pas tomber comme ça. » Alors déjà, sur le principe, l'argent, c'est du papier. Le papier, c'est des feuilles, c'est des arbres. L'argent pousse sur les arbres, c'est réglé. Mais si on veut aller un peu plus loin que ça, je vais vous donner un exemple d'un truc que j'ai vu très récemment. Il y a une personne qui, ces dernières années, a nourri sur ses réseaux sociaux de l'audience, une certaine autorité sur son sujet et la capacité à créer des offres. Et cette personne-là, elle est invitée à aller à une conférence. Et cette personne-là, le climat
climat, visiblement, elle s'en fout. Le tacle est gratuit. Et elle se dit, et j'irai quand même bien en jet privé à cette conférence, mais ça coûte 20 000. Ça me fait un peu chier. Donc cette personne, elle fait un petit post Facebook. Elle dit, vous venez avec moi à la conférence en jet privé aller-retour. Je vous coach pendant tout le vol. Vous assistez à la conférence avec moi dans les coulisses. Ce sera 10 000. Il y a 4 places. Cette personne, en un post Facebook, parce que c'est une vraie histoire que j'ai vue et ça s'est vendu, en un post Facebook, elle a fait 40 000 € et elle s'est payé son jet privé gratos. Est-ce que vous pensez que cette personne n'a pas fait pousser de l'argent sur un arbre à partir de rien? La réalité, en fait, c'est que faire pousser de l'argent sur les arbres, c'est avoir de l'audience, avoir des compétences, avoir une certaine autorité sur son sujet et savoir faire des offres. Et si on a ça, en fait, on peut faire pousser de l'argent sur un arbre à partir de n'importe quoi, à partir d'une idée, puisqu'on transforme une idée et un peu de temps en argent. Les mecs qui ont payé 10 000 pour y aller, comment t'expliques qu'ils se sont pas fait arnaque? Et les mecs qui ont payé 10 000 pour y aller, c'est des gens qui étaient dans une situation personnelle et professionnelle qui fait que ces 2 heures de conversation dans le jet privé avec le mec, pour eux, ça va avoir probablement un effet de plus 100 000 ou plus 1 million sur leur entreprise au cours de l'année, en fait. Donc à partir de là, pour eux, c'est aussi un bon deal. Si, je sais pas moi, le plombier ou l'artisan du coin, il payait 10 000 pour aller dans ce jet, c'est une grosse arnaque pour lui, ça vaut pas ça. Ça vaudrait même pas 10 balles. C'est exactement de la même façon que je raconte souvent sur les réseaux sociaux que travailler avec moi en one-one, ça commence à 40 000 €. Et pour 6 mois d'accompagnement. Et les gens, ils sont tous là, ah, ouais, n'importe quoi, personne va te donner ça. Oui, précisément, quasiment personne va me donner ça. Mais en fait, ça tombe bien, de toute façon, j'en prends que 1 ou 2 dans l'année. Et ces 1 ou 2, s'ils sont bien sélectionnés, si c'est les bons, ça a x10 de valeur pour eux de ce qu'ils ont payé. Et pour la plupart des gens, 6 mois avec moi ne vaut pas 10 000 €. Et pour certains, ça vaudrait même pas 100 €. Parce que leur situation fait que j'ai aucune valeur à leur apporter. Et ces gens-là, ils devraient pas me donner un cent, en fait. C'est tout juste qu'ils devraient me donner leur temps sur YouTube. C'est toujours une histoire de contexte. Et les bonnes personnes dans le bon contexte fait que même quelque chose de super cher, ça a beaucoup de valeur. Tout le monde pense qu'il faut travailler plus dur pour gagner plus d'argent et que si c'est pas acquis dans la sueur, le sang et les larmes, ça n'a pas de valeur. C'est un héritage de l'ère industrielle où on avait que notre force de travail, ou de l'ère pré-industrielle même d'ailleurs, où on avait que notre force de travail et que pour gagner plus d'argent, il fallait travailler plus dur, point barre. En fait, c'est les ouvriers qui crrrent comme ça toute la journée. Ça tend à s'inverser, même si dans plein de parties du monde, c'est encore le cas. Aujourd'hui, la valeur est corrélée au contexte et à l'effet de levier. Si quelqu'un me fait gagner 1 000 € en 1 minute, je suis sûrement très content de lui donner 100 €. Il vient de gagner 100 € en 1 minute. Si on change le contexte, 100 € en 1 minute, c'est indécent. Mais dans mon contexte à moi très précis, je viens de lui filer 10% de ce qu'il m'a fait gagner. En combien de temps, j'en ai rien à secouer. Et en fait, c'est toujours quel est le coût de non-résolution. Et en fait, le prix d'un service ou d'un bien est souvent lié au coût de non-résolution. La suivante. L'argent fait pas le bonheur. Oui, la pauvreté non plus. Ça, c'est encore une fois la croyance de... Il y a un lien entre le bonheur et l'argent. En fait, il n'y a absolument aucun lien. On peut être très riche et très malheureux, très riche et très heureux, très pauvre et très malheureux, très pauvre et très heureux. Ce qu'on répond souvent aux gens en disant l'argent ne fait pas le bonheur, oui, mais pleurer dans une Porsche, c'est toujours plus confortable. En vrai, pas tant que ça. Hein. Les voitures en général font mal aux fesses, là, avec leur cuir tout dur. Je préfère pleurer dans mon Scénic si besoin. Mais la réalité, c'est que ça n'a absolument aucun rapport. L'argent et le bonheur sont deux choses qui sont complètement déconnectées. Par contre, le manque d'argent au point où tes besoins physiologiques sont en danger, peut être un frein au bonheur. Idée reçue sur les riches. Les riches sont égoïstes ou malhonnêtes. Les humains sont égoïstes et malhonnêtes, c'est pas propre aux riches. Si les riches sont souvent des connards, c'est parce qu'en fait ils ont aucune barrière sociale et que dans l'humanité il y a beaucoup de connards et donc forcément c'est mieux représenté dans des gens qui n'ont plus aucune limite sur rien. Mais en vrai il y a des riches qui sont des gens très bien et très honnêtes, ça n'a encore une fois aucun foutu rapport. Les riches ont de la chance. Oui, de toute façon, en fait, dans toute réussite financière, il y a une petite part de chance. Maintenant, s'ils ont eu que de la chance, ils vont pas rester riches très longtemps, croyez-moi. Les riches ne méritent pas leur argent. Alors ça, c'est une croyance en général qui nous vient des religions. Comme quoi, il y a un rapport de mérite avec l'argent et qu'il faudrait mériter les choses. L'argent s'en fout. Vous obtenez de l'argent si vous savez produire de la valeur perçue pour autrui dans le monde capitaliste. Le mérite a rien à foutre là-dedans. En quoi cette croyance, elle peut te flinguer ton développement? Ça crée un truc un peu malsain de je dois l'avoir mérité, donc je dois être quelqu'un de bien. Ça n'a pas de rapport en fait. On l'a déjà vu en fait. Tu peux être un connard et être riche, tu peux être un connard et être pauvre, tu peux être une personne bien riche, une personne bien pauvre. Le mérite n'a rien à voir parce que si on croit qu'on doit le mériter, on croit qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire pour l'obtenir. Et en fait, ça c'est ta propre ligne morale à toi. Ça n'a rien à voir avec le mérite en fait. Ce qui est marrant, c'est de faire le parallèle parfois avec les jeux vidéo, tu sais, où tu as une quantité d'argent, etc. Et de voir que dans un jeu vidéo, tu n'as aucun scrupule à dépenser tout ton argent et tu te dis bah pourquoi je le garderais sur le compte, c'est fait pour être utilisé et j'en recréerai. Il y a un truc que j'aime bien avec les gens qui me disent j'ai une très bonne relation avec l'argent. Et ces gens-là, la plupart du temps, ils le mettent sur un
petit livret A qui se fait grignoter par l'inflation petit à petit, il le dépense pas, etc. Je fais, imagine-toi une personne que t'aimes bien. Cette personne-là, elle a une raison d'être, et sa raison d'être, c'est de bouger, c'est de vivre, c'est d'être libre, c'est l'expansion. Mais cette personne-là, en fait, tu vas l'enfermer dans un tout petit placard, et tu vas lui dire qu'elle a surtout pas le droit de bouger, et tu vas la surveiller, et elle va avoir le droit de sortir genre 1 minute tous les 2 jours. C'est pas une personne que t'aimes, c'est un épisode d'esprit criminel. Pourtant, on fait exactement la même chose avec l'argent. On dit qu'on a une bonne relation avec l'argent, et on l'enferme, on l'empêche de suivre sa nature. La nature de l'argent, c'est de circuler, c'est d'être utilisé. On continue avec les idées reçues sur le mérite. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Non, il faut travailler intelligemment. Travailler plus dur, ça rend pas plus riche, ça rend plus fatigué. Gagner de l'argent doit être moralement mérité. Comme on l'a déjà vu par le passé et dans toutes les vidéos précédentes, la morale n'a rien à voir là-dedans. Vous pouvez gagner de l'argent moralement, vous pouvez gagner de l'argent de façon immorale aussi. Moi, je vais toujours vous encourager à suivre la morale, la loi, les règles, etc. Parce que je trouve que c'est un meilleur pari à long terme, parce que ça permet de dormir sur ses 2 oreilles, mais ça n'a rien à voir là-dedans. On le voit partout autour de nous sur toute la planète. Malheureusement, il y a des gens complètement immoraux qui gagnent beaucoup d'argent. Les riches ne partagent pas. L'humain ne partage pas, il y a des riches qui partagent. Tout le monde a sauté à la gorge de Bernard Arnault, mais n'empêche qu'il a filé 10 millions au Resto du Cœur et qu'il a aidé à réparer Notre-Dame. J'aimerais bien savoir qui d'autre l'a fait. Je ne suis pas fait pour être riche. Personne ne naît en étant fait pour être riche. C'est de l'acquis en termes de business, de comportement, de marketing, de réflexion autour de l'argent. Bien sûr, dans certaines familles, c'est plus facile d'acquérir le stack de compétences qu'il faut pour atteindre ou garder de la richesse, mais foncièrement, il n'y a personne qui est né ou pas né pour ça, tout le monde peut l'acquérir. Si je gagne beaucoup d'argent, je deviendrai une mauvaise personne. Si tu es profondément une bonne personne à la base, avec plus d'argent, tu seras une meilleure personne parce que tu pourras plus faire le bien. Si tu étais une personne qui n'était pas gentille, mais qui était soumise au reste de la société parce qu'elle n'avait pas un rond, tu vas te transformer en espèce de saloperie, et c'est tout le temps le cas. C'est pas l'argent qui rend les gens gentils ou méchants, c'est la liberté. Et en fait, il y a des gens, quand on leur donne plus de liberté, ça devient des saloperies, et il y a des gens qui restent d'excellentes personnes. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les 3 dernières années, ils ont imprimé plus d'argent que dans les 100 précédentes. Si eux, ils peuvent appuyer sur un bouton pour en imprimer plus et flinguer l'écosystème financier de toute la planète, c'est que visiblement, il y en a assez, puisqu'ils arrivent à en fabriquer en appuyant sur un bouton. Il y a la croyance là derrière que tu vois, tout le monde est fauché aujourd'hui, que les temps sont durs, machin. Pour autant, quand tu vas dans certains pays riches, tu vois de l'abondance de partout. Il y a des pays qui sont plus en difficulté que d'autres, et ça, c'est rien de se le cacher. Le secteur du luxe est en crise, etc. Mais quand on vend de la formation, de l'accompagnement, du coaching, du consulting, on répond en général à des problèmes douloureux ou à des désirs profonds et puissants et inassouvis. En fait, la réalité, c'est que les gens, ils investissent sur eux parce qu'ils veulent vraiment ça et que ça n'a rien à voir avec combien ils ont d'argent. Moi, j'ai vu 1 million de fois des gens qui n'avaient pas d'argent et qui ont trouvé des solutions, ou des gens qui étaient très riches et n'ont pas voulu me lâcher 1 euro. Ça n'a aucun rapport. Pour réussir, il faut de l'argent au départ. Non, il faut un smartphone pété avec un accès à Internet. C'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. C'était peut-être le cas il y a 50 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. Je ne peux pas réussir à cause de mon environnement. L'environnement conditionne le comportement, conditionne ce qu'on croit capable, possible, etc. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez choisir que vous passez 80% ou 90% de votre journée avec des millionnaires sur YouTube et 10% avec votre environnement d'origine qui peut-être est pas le bon, je le connais pas. Une chose importante, c'est de pas juger votre environnement parce qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils aspirent pas à ça. Votre environnement, vous le dégagez seulement s'il est extrêmement toxique et néfaste pour vous. Devenir d'une famille ou d'un environnement social qui est pas aisé, c'est pas un frein au succès. Vous pouvez largement aller regarder d'autres choses. Et en fait, demandez-vous simplement, est-ce que ces gens sont toxiques pour moi et dangereux pour moi et mon évolution? Dans ce cas-là, on peut les mettre un peu de côté, mais la plupart du temps, ils veulent juste votre bien. L'argent est une source de stress, oui. Objectivement, oui. Mais par contre, la personne que vous allez devenir au fur et à mesure que vous allez l'acquérir va être capable de gérer ce stress. Et en fait, si moi, aujourd'hui, vous me donnez 1 milliard, probablement que je fais un burn-out dans les 24 heures. Les sommes que je gère aujourd'hui, il y a 5 ans, j'étais pas capable de gérer ce genre de raisonnement. Et en fait, vous allez devenir une personne qui peut gérer ses problèmes et pour qui ce sera beaucoup plus facile. Et enfin, investir est trop risqué pour moi. S'il y a bien une chose que vous devez retenir de toute cette vidéo, c'est que si vous faites les bonnes recherches et que si vous précipitez pas, c'est beaucoup moins risqué que si vous faites n'importe quoi. On a parlé beaucoup d'argent aujourd'hui, on a vu les idées reçues, on a vu les croyances, on a vu les fausses solutions. Maintenant, normalement, vous êtes prêt psychologiquement à vous poser une seule question. Et maintenant que je sais tout ça, comment je fais? Ben, ça tombe bien, j'ai la réponse. Regardez juste au-dessus.